Le président du Parlement français, Claude Bartolone, est arrivé ce soir à Abidjan pour une visite officielle de 3 jours. L'objectif de la visite, renforcer la coopération interparlementaire entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Le programme de renforcement du réseau électrique ivoirien se poursuit. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a posé ce jeudi la première pierre du poste source d'Azito dans la commune de Yopougon. Non à la traite et au travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte, dit également non à la traite des jeunes filles. Madame Dominique Ouattara a réuni ce jeudi le comité gouvernemental à son cabinet pour une séance de travail. Et le Canada est sous le choc après la fusillade survenue hier au sein du Parlement à Ottawa. Le tireur, un Canadien de 32 ans, a été tué. Le Premier ministre canadien Stephen Harper parle de terrorisme. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. À suivre également dans cette édition le dossier du jeudi. Nous jetons aujourd'hui un regard sur les instruments de mesure dans les marchés et supermarchés. Ces instruments sont-ils fiables? À quoi s'exposent les commerçants dont l'instrument de mesure ne respecte pas les normes? Réponse à toutes ces questions dans le dossier du jeudi dans quelques instants. Mais avant, voyons en image l'arrivée à Abidjan du président du Parlement français. Claude Bartolone est arrivé ce soir dans la capitale économique ivoirienne pour une visite officielle de 3 jours. L'objet de la visite, renforcer la coopération entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Demain, les deux présidents auront un tête-à-tête qui sera sanctionné par la signature d'accords cadres entre les deux parlements. Claude Bartolone sera ensuite reçu par le président de la République. Cette visite, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et on fait un tour donc à l'Assemblée nationale où le président Guillaume Soro a eu 3 audiences. On en parle avec Sidonie Davila. Oumar Koné est un athlète ivoirien hors pair. Il est handicapé et pourtant, cette invalidité ne l'a pas empêché de remporter 76 médailles, dont 61 en or. Lors de sa rencontre avec le premier responsable de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il a tenu à lui présenter ces différentes médailles avant de le solliciter pour le parrainage d'un festival mondial dénommé Aucun handicap. Cette manifestation, qui va réunir plus d'une centaine de personnes, a pour but de revaloriser les personnes handicapées. C'est pour montrer à toute la nation que personne handicapée, en étant personne handicapée, on peut faire quelque chose de la vie. Lorsque Oumar a commencé l'athlétisme dans ce début, ce n'était pas facile du tout. Parce qu'on s'est moqué de moi parce que je courais avec des valides. On dit mais comment une personne handicapée peut gagner des valides? Vous voyez, donc j'étais comme un ambassadeur pour personnes handicapées. Et c'est de là ma passion est partie de l'athlétisme. Le groupe Bell, à la base de fabrication de plusieurs variétés de fromages affinés français, sera bientôt en Côte d'Ivoire à travers l'implantation d'une usine de production locale de fromage dans la commune de Yopougon. Une délégation du groupe de fromagerie Bell est donc venue solliciter l'aide et le soutien du président de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre de ce projet. Donc l'entretien s'est très bien passé et je crois qu'il nous a dit qu'effectivement tout investisseur étranger qui venait investir en Côte d'Ivoire pour produire pour le pays, voire pour la CEDEAO, c'était effectivement à encourager. Et donc il nous a encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire et à développer des emplois et une capacité industrielle dans ce pays. Ce projet, qui débutera en novembre prochain, va s'étendre sur 18 mois et sera pourvoyeur d'emplois pour de nombreux jeunes. En vue d'apporter leur contribution aux actions de paix en Côte d'Ivoire, les moines de la fondation chinoise ont rencontré eux aussi le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des actions qu'ils entendent mener pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Des actions axées sur la spiritualité et la tolérance, deux valeurs importantes qui sous-tendent la philosophie de l'action des moines. Voilà, le programme de renforcement du réseau électrique ivoirien se poursuit. Le Premier ministre a posé ce jeudi la première pierre du poste source d'Azito dans la commune de Yopougon. Ce projet va coûter plus de 11 milliards de francs CFA. Il vise à soutenir la croissance économique par la fourniture d'une électricité de qualité. Le reportage d'Abou Sanouko. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan donne ainsi le ton des travaux d'extension de la centrale d'Azito. Ce poste source 225-15 kV va coûter 11 milliards 500 millions de francs CFA. Il permettra d'assurer une meilleure exploitation du réseau électrique
Sa mise en œuvre est une composante du programme de renforcement du réseau électrique de la Côte d'Ivoire. Elle marque ainsi la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de respecter les engagements de fourniture d'énergie avec les pays de la sous-région. L'énergie qui était produite ici n'était pas donc distribuée directement ici, il partait donc ailleurs avant de revenir. Donc avec ce qui a été fait, en passant de 225 plus bas à 15 kV, ça permet la distribution donc, disons que de 150 MW directement ici sur donc Yopougon. Ça ne concerne pas seulement que les villes et qu'il y a un grand programme pour les villages et que d'ici 2020 au plus tard, donc toutes les villes de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants seront donc électrifiées. Ce poste va donc contribuer à l'alimentation de la commune de Yopougon et des zones environnantes. La Côte d'Ivoire maintenant s'engage à faire des transformateurs de postes sources pour que l'électricité produite puisse être envoyée dans les agglomérations, dans les usines, dans les centres hospitaliers de façon stable. À la suite de l'extension du réseau d'eau potable, cela vient en plus donc pour faire en sorte que Yopougon soit véritablement une commune en pleine expansion. La création du poste aux sources d'Azito intervient après celle de l'Adjibi dans la commune de Cocody et d'Anoumambo dans la commune de Marcory. La nouvelle porte-parole de la commission électorale indépendante est Maître Victoire Allé. Elle a su cette fonction depuis le début de ce mois d'octobre. Face à la presse ce matin, elle a fait le bilan des activités de la CEI, composition des sous-commissions, séances de travail avec les organisations internationales sont entre autres quelques activités menées en 2 mois par la CEI. On fait le point avec Michel Digri. Maître Victoire Allé est la représentante du barreau au sein de la commission centrale de la CEI et c'est elle qui parlera désormais au nom de la commission électorale indépendante. Son premier oral a eu lieu ce jeudi face à la presse pour faire le bilan des activités de l'institution depuis le mois de septembre à ce jour. Le président a pris divers arrêtés et décisions portant composition des sous-commissions thématiques supervisées chacune par un vice-président et nomination des membres des dites sous-commissions. Ces sous-commissions s'activent actuellement autour des différents thèmes entrant dans leur attribution et travaillent d'arrache-pied afin d'accomplir les tâches à elles assignées. Par ailleurs, le bureau de la CEI a reçu diverses délégations et organismes internationaux. Comme vous pouvez le constater, la CEI travaille à l'organisation d'élections transparentes, crédibles et répondant aux standards internationaux. Il faut souligner qu'elle met tout en œuvre pour tenir dans les délais légaux. Sur l'agenda immédiat de la CEI, la porte-parole a annoncé la formation des commissaires centraux sur l'administration électorale et les systèmes électoraux, des programmes qui devront leur permettre de mener à bien leur mission au cours des élections générales de 2015. Non à la traite et au travail des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire engagée dans la lutte dit également non à la traite des jeunes filles. Madame Dominique Ouattara a réuni ce jeudi le comité gouvernemental à son cabinet pour une séance de travail. On fait le point avec notre reporter Viviane Aïmé. Le fait est dégradant et dramatique, mais depuis une dizaine d'années, il se développe en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la traite des jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 à 24 ans qui sont recrutées par des organisations aux mains de personnages véreux qui leur font miroiter des emplois lucratifs de filles de maison dans des pays du Moyen-Orient. Mais une fois à destination, ces jeunes filles privées de tout papier d'identité sont réduites en esclavage dans les familles qui les emploient. Ce fait qui se développe depuis une dizaine d'années dans le silence et en toute impunité pour les organisateurs de ces réseaux de recrutement vient enfin d'être intercepté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre fin à cette traite honteuse, c'est désormais l'objectif du gouvernement. Dans cette recherche de solutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite d'exploitation et le travail des enfants, qui, par son engagement et sa détermination, a obtenu une grande avancée vers l'éradication
de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire a été une nouvelle fois sollicité par le gouvernement dans le cadre de ce nouveau combat qui est celui de la lutte contre la traite des jeunes filles ivoiriennes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, accompagnée d'une forte délégation comprenant des membres de plusieurs ministères, ont eu une séance d'information ce jeudi matin avec la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody. Tous les aspects de cette traite des jeunes filles ont été exposés. Il nous est arrivé l'année dernière d'intercepter 9 jeunes Ivoiriennes et ces jeunes filles nous sont revenues, nous les avons entendues, nous les avons encadrées, assistées dans un centre d'accueil. Cela a duré 1 mois. Nous avons reçu individuellement leurs familles respectives. Parmi ces 9 jeunes filles, 7 ont réussi à s'échapper et sont reparties donc et ont effectué leur voyage. Parmi les 7 jeunes filles, nous en avons 2 qui nous sont revenues dans un état dramatique. Selon les informations qu'elles nous ont données, certaines partaient pour faire donc des études religieuses ou encore être des employés domestiques dans des résidences privées. Celle qui nous est revenue était dans une résidence privée comme fille de ménage. Et elle explique qu'une fois arrivées donc à l'aéroport, on leur retire systématiquement leur passeport. Donc elles n'ont aucun titre de séjour et elles sont mises à la disposition des familles d'accueil qui les reçoivent chez elles. Elles sont interdites de se faire enregistrer ou d'avoir tout contact avec le consulat et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elles sont interdites de fréquenter les milieux ivoiriens. Elles ne sortent pratiquement jamais, sauf accompagnées de leur tuteur. Elles travaillent 24 heures sur 24. Elles n'ont pas de feuille de route, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Les salaires qui leur ont été annoncés ici, au départ, sont des salaires faux. Et ils sont reversés aux agents qui ont servi donc d'intermédiaires. Ces jeunes filles, Madame la Première Dame, au-delà du travail domestique qu'elles font, elles sont violentées, battues. Et le témoignage que nous avons reçu de celles qui sont arrivées indique que, à longueur de journée, elles sont victimes de viols du grand-père de la maison au petit-fils de la maison. Madame la Première Dame, les mégots de cigarettes sont éteints sur le corps de ces jeunes filles. La Première Dame a posé beaucoup de questions, signe de l'intérêt qu'elle accorde au drame de ces filles parties à l'aventure. J'ai été très sensible à ce que j'ai appris sur notamment la traite des personnes et notamment des jeunes filles qui étaient parfois envoyées dans certains pays pour y être exploitées de façon tout à fait anormale. Et j'ai demandé à Madame la ministre de m'expliquer ce qui se passait et je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider et de m'impliquer pour que de telles choses ne puissent pas arriver à nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que Madame la ministre nous a proposé un plan d'action national. Nous allons travailler avec les ambassades concernées, des pays qui sont visés donc, et voir un petit peu comment nous pouvons intervenir pour arrêter ce genre de choses. Cette première rencontre de travail entre la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants et le comité gouvernemental a permis d'harmoniser un certain nombre d'actions à mener dans un premier temps, notamment la création d'un comité interministériel de lutte, la définition d'une stratégie et d'un plan de communication, l'adoption d'une loi spécifique au plan national qui condamne la pratique de la traite des adultes, la définition d'un plan d'action national ainsi que le recommande le gouvernement américain. La Première Dame et le comité gouvernemental ont promis se revoir à nouveau pour une nouvelle séance de travail dans 1 mois. Voilà, engagé aux côtés de la Première Dame de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la traite des jeunes filles, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut des familles épanouies en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut réduire les problèmes sociaux. Alors, comment y parvenir? La ministre Anne Ouloto veut travailler avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Elle invite les maires à identifier et à recenser les problèmes rencontrés par les familles. Adama Kamagate, Gabriel Zani.
La situation des populations a connu une régression importante depuis des années. Délinquance des jeunes, vols, viols et autres maux pèsent sur les familles. Face à la persistance de ces situations difficiles, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de mettre en place un cadre formel avec les maires des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un cadre formel de concertation peut permettre au gouvernement et à vous-même d'apporter des réponses efficaces aux problèmes des familles. Il nous appartient, je pense, de conjuguer nos efforts. Pour cerner les problèmes des ménages, le ministère a associé les élus locaux car selon Anne-Désirée Ouloto, ils connaissent mieux l'état de la vie des populations. Les maires représentés par des membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, ont salué l'initiative du ministère de la Solidarité. À entendre Madame le ministre, c'est un souci qu'elle partage. On espère qu'avec elle, tout le gouvernement va essayer d'appuyer les différentes communes pour que ces fléaux qui rongent les familles puissent évidemment s'estomper. Le ministère de la Solidarité et ses partenaires techniques, qui sont désormais les maires, vont ensemble élaborer la politique nationale de la famille en atelier. 10 localités vont servir de communes pilotes en vue de recueillir des informations utiles et dégager les axes prioritaires du travail. La Fondation Didier Drogba vient d'offrir 1000 kits scolaires à des enfants. Ils sont issus de 18 centres d'accueil et organisations de protection de l'enfant. Ces enfants venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Yopougon pour recevoir ces kits scolaires. Demain, la Fondation va mettre le cap sur Grand Laou à l'intérieur du pays pour donner du sourire à d'autres enfants. Ils recevront aussi des kits scolaires. Et le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, est en mission en Corée du Sud où il participe à la 19e conférence plénipotentiaire de l'Union internationale des télécommunications. Et à l'occasion de cette rencontre de haut niveau, Bruno Koné a prononcé une déclaration de politique générale de la Côte d'Ivoire qui s'affiche comme un exemple dans le développement des TIC en Afrique. Lassina Ouattara est notre envoyé spécial. Convaincu que les TIC contribueront pour une large part à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, le gouvernement s'est engagé à utiliser cette technologie comme un levier de croissance. Les TIC sont désormais considérés en Côte d'Ivoire comme un besoin de base des populations, au même titre que l'eau, l'électricité ou encore l'éducation. Sans substance, la vision de la Côte d'Ivoire présentée par Bruno Koné à la tribune de l'Union internationale des télécommunications UIT à Busan, en Corée du Sud, lors de la conférence de plénipotentiaires. La Côte d'Ivoire, qui affiche à ce jour un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 86%, soit plus de 20 millions d'abonnés, a l'ambition d'atteindre à l'échéance 2020 un taux équivalent pour l'Internet, voire même pour le haut débit. Pour ce faire, nous avons entrepris une vaste réforme du cadre juridique institutionnel du secteur des TIC et avons mis en œuvre des projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures à large bande, de l'accessibilité, de la production de contenu à intérêt local, ainsi que la valorisation du capital humain et de la disponibilité de ressources humaines qualifiées. Présenté comme un bon élève avec les progrès réalisés en quelques années, Bruno Koné a sollicité le soutien des participants aux différentes candidatures de la Côte d'Ivoire pour un siège au Conseil de l'UIT et le renouvellement de son mandat au Comité du règlement des radiocommunications. Outre la conférence de plénipotentiaires, qui a vu le renouvellement des dirigeants et la mise sur pied de la stratégie de développement des TIC pour les années à venir, la Côte d'Ivoire a pris part à une réunion ministérielle sur les TIC. À l'issue de la rencontre, les ministres ont fait une déclaration dite de Busan et souhaité une société de l'information inclusive dans laquelle chacun peut créer, obtenir, utiliser et partager l'information et le savoir. Le secteur de la microfinance connaît un véritable essor en Côte d'Ivoire et l'un des pionniers de ce secteur en Côte d'Ivoire est la microfinance Wako Crédit, une institution qui totalise 20 ans d'expérience dans notre pays et en Afrique, puis 40 ans dans le monde. À l'occasion de son anniversaire, elle mène la réflexion sur le thème « Investir autrement, développer durablement ». Explication avec Guy Rogenguessan et Adama Koni. Grâce à la microfinance, nous avons obtenu 1,5 milliard de francs CFA qui nous a permis de construire un marché moderne avec un centre de santé. C'est une coopérative qui est partie de rien,
Mais grâce à ce fonds aujourd'hui, cette coopérative est connue dans toute la Côte d'Ivoire et même hors de la Côte d'Ivoire. Un témoignage de bénéficiaires de microcrédit en guise de conférence inaugurale. Cela n'est pas de coutume. Oiko Crédit, spécialisé dans le financement de proximité, veut faire bouger les lignes et positionner la microfinance comme une alternative au financement des projets qui n'ont toujours pas de retour favorable auprès des banques. Pour sa part, le gouvernement entend jouer sa partition pour accompagner toutes les bonnes intentions. Le gouvernement entend appuyer le secteur de la microfinance qui a connu une croissance appréciable qui s'est traduite par un accroissement du volume de crédit, 91 milliards en 2013 contre 22,9 milliards en 2009. Il faut dire qu'en 2013, les ressources mobilisées dans le réseau de la microfinance se sont élevées à 132 milliards de francs CFA auprès de 829 000 petits épargnants. Si les chiffres sont flatteurs, le secteur demeure toutefois fragile du fait de sa forte dépendance à la bonne conduite de ses animateurs. Les 20 ans de Oiko Crédit ont été marqués par 3 panels: le financement inclusif, le cofinancement et l'agriculture. Allez, place à présent au dossier du jeudi. Nous jetons aujourd'hui un regard sur les instruments de mesure dans les marchés et supermarchés. Ces instruments sont-ils fiables? À quoi s'exposent les commerçants dont l'instrument de mesure ne respecte pas les normes? Réponse à toutes ces questions dans le dossier du jeudi signé Konepa Gassoro. Balance électronique, pompe voisine, bêcher. Des instruments qui servent à mesurer les produits vivriers et alimentaires, mais aussi bien d'autres produits et marchandises. Ces instruments, l'on les retrouve pour la plupart dans les marchés et supermarchés. Ils sont pour la majorité contestés par les populations. Denise est restauratrice depuis plus d'une vingtaine d'années à Trècheville. Elle n'a pas du tout confiance en ces instruments de mesure. Elle ne les trouve pas fiables parce que truqués. Et ce sont les bouchers qui sont les plus indexés. À l'abattoir, une fois je suis partie, j'ai demandé 10 kilos. J'ai vu bien la balance, je reviens à la maison, c'est 9 kilos. Je suis retournée le lendemain. J'ai dit au monsieur, ta balance là, il y a problème. Il voulait faire, j'ai dit, je suis avec mon frère. C'est un agent. Il va venir ici et puis il me dit pardon. Et puis il a changé. Tout comme Denise, de nombreuses personnes accusent les commerçants de fraude sur les instruments de mesure. Des accusations que ces derniers refutent avec la dernière énergie. Ambroise est le président des bouchers du grand marché de Makori. Pour lui, les balances électroniques utilisées respectent les normes. Nous, on n'a jamais fait cela. Ça, on le fait même pas, on le fera jamais même. Dans mon domaine, il n'y a personne qui fait ça. Le poids n'est pas arrivé, non, on n'a jamais eu ce problème-là. Parce qu'elles sont habituées ici, elles viennent prendre, et puis quand elles contrôlent à la maison, c'est le poids net. Seul moyen pour juger de la fiabilité de ces mesures, le contrôle. Il est diligenté par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Chaque année, les agents de la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sous tutelle de ce ministère parcourent marchés et supermarchés en vue du contrôle des instruments de mesure. Ce contrôle, ce n'est pas seulement pour la vérification périodique, qui n'est pas un contrôle répressif. Au-delà donc de la campagne périodique, il y a aussi la phase de la surveillance qui consiste véritablement à nous assurer que tous les instruments qui sont utilisés dans le cadre des activités commerciales sont en bon état de fonctionnement. Depuis plus de 3 mois donc, contrôleurs, inspecteurs des prix, commissaires, tous sont à la tâche. Et souvent, certains commerçants et opérateurs économiques se font prendre. J'ai posé le poids, j'ai vu qu'on a 5 grammes en plus. Voilà, donc il fallait que je mette à 5 kilos juste, c'est ce que j'ai fait. Direction le marché Cocovico situé à Angré dans la commune de Cocody. Ici, pas de problème. Mahaman, commerçant de produits vivriers, est heureux. Après le passage des inspecteurs dans sa boutique, ces instruments de mesure respectent les normes. Quand ils ont vérifié, s'il y avait un défaut là, j'allais, tu vois, non, maintenant quand c'est propre là, je suis content, je suis très content même pour ça. Un reçu lui est délivré par les agents comptables sur le terrain. Ces reçus sont souvent mal perçus par certains commerçants. Ils estiment que c'est une ruse de la part des agents terrain cherchant à leur soutirer de l'argent. On vient nous dire que non, que balance là, contrôle là, c'est truc, 1000 francs. Les transports 1000 francs. Donc là, on n'a rien compris dessus. Normalement, ce n'est pas si c'est nous qui doit payer les transports, mais c'est l'État qui doit payer. Le directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes rassure.
Il s'agit des frais de déplacement légaux. Ce n'est pas du racket. À partir du moment où il y a un texte depuis 62 qui prévoit ça, et même toutes les lois de finances que nous avons dans ce pays, dans leur annexe, c'est toujours ressorti que tout contrôle effectué par un agent de l'administration en dehors d'une certaine période, ces frais sont pris en charge par l'opérateur économique. Ce jour-là, plusieurs marchés et commerces du district d'Abidjan seront visités. Concernant les vendeurs de riz, on essaie de jauger leur balance avec des poids. Et lorsque c'est OK, on appose le sticker vert. Pendant cette opération, nous retirons du circuit les instruments qui sont assez défectueux. Ceux qui peuvent être réparés, on autorise les opérateurs à les faire réparer. Après, il y aura une phase de répression. Pendant cette période-là, ceux qui n'ont pas soumis les instruments à la vérification périodique sont sanctionnés conformément à la loi. Selon François Oulaï, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les instruments qui ne respectent pas les normes constituent un danger pour les populations et pour l'économie ivoirienne. Il souhaite que les commerçants coopèrent. Tous ceux qui détiennent des instruments de mesure, que ce soit dans le commerce, dans le domaine industriel, santé, environnement, l'essentiel pour nous, c'est de leur demander de soumettre leurs instruments à la vérification des instruments de mesure. Cette campagne nationale du contrôle des instruments de mesure s'inscrit dans la perspective de la lutte contre la cherté de la vie. La phase de la surveillance débutera à partir du mois de janvier, c'est-à-dire celle de la répression et des sanctions. Un numéro vert est mis à la disposition des populations en cas de doute sur un instrument de mesure. Il s'agit du 80 00 00 99 ou le 80 08 00 09. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service Société de la rédaction. Dossier signé Konepa Gassoro. Plus de 1000 tonnes de riz seront produites par an avec environ 1200 emplois garantis dans la région de la Bagoué. La relance de la riziculture dans la Bagoué est donc une réalité. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, en visite dans la région, a participé aux premières récoltes. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. La bataille pour l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire est enclenchée. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, en pleine rizière participant à une récolte de riz. C'est le résultat de la réhabilitation du barrage Nyadon de Gbon et de l'aménagement de la plaine en aval pour la culture de riz et de maraîchers. Un projet d'environ 1 milliard de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire et un prêt de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le barrage de Nyadon-Agbon est une retenue d'eau de 8 millions de mètres cubes pour une superficie nette aménagée en aval de 105 hectares, dont 100 hectares pour le riz et 5 hectares pour le maraîcher. La production du riz se fera sur 3 cycles pour 1000 tonnes par an, avec 1200 emplois garantis. Ce projet est la volonté du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Nous sommes ici dans le cadre de l'action du gouvernement conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sous la haute autorité du président de la République de faire en sorte que notre pays soit autosuffisant à l'horizon 2016. Je pense qu'à ce rythme-là, nous pourrons relever ce défi. Les populations originaires de la Bagoué se réjouissent de ce projet dont l'impact est déjà perceptible. La rentrée scolaire dans le milieu rural s'est faite à temps et les cours ont repris normalement parce que par le passé, les agriculteurs avaient du mal à scolariser leurs enfants dès la rentrée par manque de moyens. Mais grâce à la politique menée par le président de la République, le Premier ministre, mais vraiment avec le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, le monde rural est satisfait. Après la visite, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, a offert des intrants, du matériel agricole et des kits scolaires aux populations de Gbon. Montant du don, environ 100 millions de francs CFA. Le Canada est sous le choc. Après la fusillade survenue hier au sein du Parlement à Ottawa, le tireur, un Canadien de 32 ans, a été tué. Même si ces attentats n'ont pas été revendiqués, le Premier ministre canadien Stephen Harper parle de terrorisme et réaffirme l'engagement du Canada dans la coalition pour lutter contre les organisations extrémistes.
Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h, mais ne décrochez surtout pas, car juste après ce journal, RTI1 vous propose une émission. C'est un entretien avec le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan fait le bilan de sa mission effectuée aux États-Unis à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Émission présentée par Sylvie Touré. Restez donc avec nous.